Libre expression, idéal d'émancipation, baromètre d'évolution. Libre expression, du choc des idées, jaillit la lumière. Libre expression, nous cultivons le journalisme. Bienvenue sur le plateau de Libre Expression. Bonsoir. Ce soir, le thème choisi est la Nouvelle République en marche. Libre Expression, la tribune des débatteurs. Libre expression, avec Asie Dominique de Marseille. Amis téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend du lieu où vous suivez Télé Congo maintenant. Après donc une trêve de presque un trimestre, portée par un sondage d'opinion d'un cabinet de notoriété bien connu. Alors, après donc ce sondage au cours duquel 89% des téléspectateurs de Télé Congo interrogés ont marqué leur penchant en faveur de la continuité de votre émission Libre Expression, nous voici donc de nouveau sur ce numéro. Alors, pour ce premier numéro post-électoral, nous allons parler de la Nouvelle République en marche avec la mise en place des institutions pourvues par des élections. Et nous avons sur ce plateau Asie Dominique de Marseille, il est journaliste, et puis Guy Benoît de Victor, lui aussi journaliste. Et du choc donc des idées de ces deux professionnels de la communication jaillira toute la lumière, je dis bien toute la lumière, sur la marche de la Nouvelle République. Et cette marche, vous le savez, elle a commencé un 25 octobre 2015 après un référendum constitutionnel consacrant la Nouvelle République du Congo. Asie Dominique de Marseille et Guy Benoît de Victor, bonjour. Bonjour. Je commence par vous, Guy Benoît de Victor. Peut-on dire que la Nouvelle République est effectivement en marche? Bien, oui. Mais merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je crois que la Nouvelle République, au terme de la Constitution, avait déjà commencé à exister. Et maintenant que les institutions sont pourvues, surtout les institutions les plus représentatives comme le Parlement, puisque le gouvernement étant déjà là, avec l'arrivée du président de la République, l'élection du président de la République, il est élu sur la base de la nouvelle Constitution. Et donc, ça veut dire que c'est le commencement de l'application de la Nouvelle République, fondée par la nouvelle Constitution. Et maintenant que nous avons un Parlement librement élu par les citoyens de la République, je crois que cette Nouvelle République est effectivement en marche, quitte à compléter les autres institutions d'appui à la démocratie, comme les conseils des sages, comme les conseils de jeunesse, tout ça. Ce sont des institutions d'appui à la démocratie, comme la Cour constitutionnelle, et qu'on va mettre en place. Mais ça, ce n'est pas à la base sur la suite des élections. Et ça va relever du pouvoir discrétionnaire du président de la République, avec aussi les deux chambres en appui, parce que ce sont eux qui vont déléguer certains représentants de certaines institutions. Je crois que la Nouvelle République est en marche. Asie Dominique de Marseille, quel est votre point de vue à ces propos? Bon, mais je crois qu'on peut dire que, enfin, la Nouvelle République a ses habits neufs. Les habits neufs de la Nouvelle République, je dirais bien la tenue neuve de la Nouvelle République. Quand nous partions du référendum, nous avions une constitution qui avait prévu des institutions qui cadrait avec le fonctionnement de la Nouvelle République, qui est une république semi-présidentielle. La Constitution consacrait, nous sommes partis d'une république présidentielle à une république semi-présidentielle. En ce moment, les exigences de la république semi-présidentielle voulaient bien qu'il y ait une assemblée, qu'il y ait un Sénat, qu'il y ait un président de la République. Et ces institutions qui sont obtenues par voie élective devrait donc être mise en place. Et cette nouvelle république a commencé par la tête, c'était la présidente de la République, avec un chef d'État élu. Et ensuite, il a fallu mettre en place tout ce que Guy Victor vient de dire. Donc, et on disait, tant que les nouvelles institutions, les anciennes institutions, n'ont pas encore été remplacées par les nouvelles, on avait là un cas. Mais ce cas était prévu par la loi. Les institutions, les anciennes institutions restent en place jusqu'à l'élection de nouvelles institutions. Et il fallait le faire avant la fin de l'année 2017. Autrement dit, nous tombions dans cette espèce d'anachronisme. Si nous étions arrivés à 2018 avec l'ancienne Assemblée, l'ancien Parlement et l'ancien président de la République. Là, nous avons respecté les délais constitutionnels et on peut dire qu'enfin, la Nouvelle République a revêtu ses habits neufs. Est-ce que le revêtement de ces habits neufs est synonyme de la bonne santé
ou de la bonne marche de cette nouvelle République de Marseille? Oui, je dirais oui, parce que nous étions dans un système totalement déséquilibré. Je peux le démontrer. Vous voyez, l'ancien Parlement, par exemple, ne pouvait pas permettre une certaine surveillance accrue du pouvoir exécutif du gouvernement, puisque le président de la République, l'ancienne République, était seul aux commandes et c'est lui qui nommait, c'est lui qui destituait. Or, la nouvelle loi dispose qu'il y ait désormais une surveillance de l'exécutif par le législatif. Alors donc, avec un ancien Parlement qui ne pouvait pas faire face à la nouvelle exécutif, parce que le président de la République était nouveau avec son gouvernement, mais géré par un ancien Parlement. Du coup, cet anachronisme a balayé aujourd'hui. Le nouveau Parlement est vêtu de ses pouvoirs, de pouvoir maintenant mieux gérer ses rapports avec le pouvoir exécutif. Du coup, les habits neufs montrent que maintenant vous avez la capacité d'agir, vous pouvez agir parce qu'avec l'ancien, on ne peut pas mettre en mal un gouvernement. Voilà, donc je me dis, oui, ils ont là les coups de franche, la loi leur donne les matériaux pour bien faire leur travail. Donc, Guy Bernard de Victor, oui, vous voulez compléter? Oh oui, non, je voudrais réajuster ce que vient de dire Aziz tout à l'heure. Non, même l'ancienne Constitution, même l'ancien Parlement avait tous les moyens. L'ancien Parlement avait tous les moyens. Aujourd'hui, les moyens d'information et de contrôle de l'action du gouvernement. L'ancien Parlement en avait, mais il en avait 6. Or, cette fois-ci, le seul moyen qui s'est ajouté, la seule action qui s'ajoute, c'est la motion de censure. Or, hier, le Parlement sortant pouvait interpeller le gouvernement, pouvait contrôler l'action du gouvernement, pouvait poser la question orale, pouvait la question d'actualité, l'enquête parlementaire. Mais ils n'en ont pas usé comme il se devait. Et ça apparaissait aux yeux des citoyens qui suivent comme si ce Parlement-là était amputé. Il n'avait pas tous les moyens d'action. Or, ils en avaient, mais ils ne l'ont pas usité comme il se devait. Et vous rappelez très bien qu'il y a eu les interpellations du gouvernement dans ce pays. Mais parce que l'ancienne loi prévoyait cela. La seule chose qui s'est ajoutée, la seule action qui s'est ajoutée, c'est la motion de censure. Mais alors, on va se poser la question de savoir si vraiment cette motion-là serait mise en œuvre un jour. Oui. Alors, Guy Bernard Victor, je t'arrête là. Je me tourne vers Aziz Dominique de Marseille. Presque toutes les fonctions du Parlement existaient dans l'ancienne Constitution, en dehors de la motion de censure. Et nous avons vu, tous on a vécu, que la plupart de ces fonctions ont été utilisées, mais pas telles que les Congolais attendaient. Croyez-vous que dans la configuration actuelle, le Parlement pourra jouer effectivement le rôle que les Congolais l'attendent au tournant dans la nouvelle République? Oui, mais Guy Victor, nous n'avions pas dit que l'ancien Parlement ne travaillait pas. Il travaille avec ce que vous avez dit. Mais quand une autre tâche s'ajoute, donc l'ancien Parlement ne peut pas utiliser ce tact. C'est ce que je dis. Mais la nouvelle République donne à ce nouveau Parlement une autre tâche. Deuxièmement, j'en arrive. Deuxièmement, il n'y a pas que la motion de censure. Je voudrais quand même que tu sois précis. Est-ce que le Parlement sortant, le dernier Parlement de l'ancienne République, avec ses fonctions auxquelles s'est ajoutée une seule, dans le cas de... Mais pas une seule, j'allais enlever la deuxième que vous n'avez pas évoquée. C'est pas grave, vous allez l'évoquer, voilà. Mais est-ce qu'on croit que ce Parlement-là a été quand même à la hauteur de ce que les Congolais attendaient dans le cadre au moins de ces missions qui ont été assignées par la loi? Bon, nous posons une question à rebours, puisque la question que vous avez oubliée, vous dire, est-ce que maintenant on peut dire qu'elle en marche? Bien. Je vous avais dit que oui, elle a des coups de franche, elle en marche parce qu'il y a ce que vous avez cité, mais il y a un autre fait. Il n'y a pas un premier ministre de l'ancien l'ancien exécutif. Le chef de l'État seul pouvait nommer et destituer. Or là, le premier ministre de la nouvelle mouture est capable de nommer aux hautes fonctions. Voyez-vous? Donc il y a un autre pouvoir qu'on confère maintenant au premier ministre. Il n'y en avait pas. Ça, c'est l'exécutif. Voilà. Mais oui, c'est comme je dis, le pouvoir exécutif. Ouais. Le pouvoir exécutif, c'est le président de la République et son gouvernement. Ouais. Alors maintenant, ils ont en face de le Parlement. Mais le Parlement d'hier pouvait bien contrôler avec ces questions orales, tout et tout, mais le tout ne restait que sur le simple contrôle, pas des faits. Vous voyez, c'est ça la question capitale. On pouvait contrôler, mais il n'y avait pas d'effet. Si bien que les ministres pouvaient défier le Parlement. Aujourd'hui, on dit non, on a vu que c'était faible. Donnons or, quand le président arrive avec un nouveau gouvernement. Mais l'ancien Parlement n'avait pas la capacité de contrôler avec effet. Non plus le Premier ministre, il n'y avait pas de Premier ministre qui pouvait nommer haute fonction. Ces deux éléments qui sont des éléments capitaux. Pourquoi? Parce que si vous contrôlez, vous ne sanctionnez pas, ce n'est pas efficace. Voilà pourquoi on dit la motion de censure, la motion de défiance, le fait de nommer haute fonction, pas que par le président de la République, monsieur le Premier ministre, parce que le don c'était quoi, Dimi.
je suis président de la République, je peux mettre mes copains au gouvernement, on peut faire 20 ans. Puisque vous n'avez pas la capacité de les enlever. Or, aujourd'hui, le Premier ministre aussi peut nommer haute fonction. Dans l'ancienne mouture, il n'y a que le chef d'État qui nomme, lui tout seul. Il peut nommer tous les amis, il peut nommer tous les copains, nommer tous les compétents. Mais ici, le Premier ministre a maintenant le pouvoir aussi de nommer. Voilà c'est ça là, aussi la différence. Et le Parlement a maintenant le pouvoir de contrôler, sanctionner. Donc, contrôler, sanctionner, se trouve un seul maillon, mais le plus fort. On contrôle, on sanctionne. Hier, on ne contrôlait pas, on ne sanctionnait pas. C'est là où le ma deuxième question. Maintenant, je m'en vais à la deuxième question pour dire... Vous ne voulez pas répondre à cette question. Il fallait bien préciser. Je préfère repartir avec Guy Bénard. Il fallait bien préciser parce que c'était important. Est-ce que selon vous, est-ce que vous croyez que l'actuel Parlement fera mieux quand on sait que les Congolais sont restés apparemment sur leur soif, notamment concernant les 5 ou les 6 fonctions de l'ancien Parlement? Bien, là je suis dubitatif parce que je me dis ceci. Qu'est-ce que le nouveau Parlement va faire de plus que l'ancien à cause de la motion de censure? Parce que hier, le contrôle, il y en avait. Mais ils ne l'ont pas fait comme il se devait. Il y a eu quand même la gabégie, il y a eu beaucoup de choses qu'on a décriées, mais le Parlement n'est pas arrivé à satisfaire les attentes des mandants. Vous voyez, le Parlement sortant n'a pas réussi à recadrer le gouvernement. Et la preuve, ça fait combien d'années qu'on nous a dit qu'il y avait surliquidité? Il y avait surliquidité, mais quelques temps après, la surliquidité a disparu. Et pourtant, là, le Parlement pouvait interpeller le gouvernement. Le Parlement pouvait bien contrôler pour savoir où est parti cet argent et comment a été utilisé. Mais le Parlement sortant, qui avait tous ses atouts, ne l'a pas fait. Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas sanctionner. Mais le problème d'abord, c'est quoi? C'est démasquer, diagnostiquer le mal. Or, ils ne l'ont pas fait. Bon, maintenant là, je me dis, comme la question de Dimi, est-ce que parce qu'il y a la motion de censure, le Parlement là va faire quelque chose dès lors qu'ils sont majoritairement majoritaires acquis au pouvoir exécutif? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc ça veut dire quoi? Le Parlement de la majorité va sanctionner le gouvernement de la majorité? Ce n'est pas possible, parce qu'en ce moment-là, nous serons où? Et vous verrez que la République, si le Parlement présent, majoritaire, acquis à la cause du président de la République, sanctionne le gouvernement de la République qui est mis en place par le président de la République, je vous assure qu'il y aura déliquescence au sein de l'État. Comment on va justifier ça? Parce que ces parlementaires qui sont là, à la majorité, ne vont obéir qu'à la discipline du parti au pouvoir. Et le parti au pouvoir, ça va être le PCT, et le gouvernement là représente les intérêts du PCT pour mettre en pratique la politique du président de la République. Programme cher. Quand vous écoutez les membres du parti, ils disent programme cher à Denis Sassou Nguesso. Donc, en ce moment-là, comment ils vont sanctionner Clément Mwamba et ses ministres alors qu'ils sont mis en place par le président pour mettre en exécution le programme du président? C'est là la question. Et je me demande comment ça va se passer. Merci. Aziz Dominique de Marseille. Comment vont-ils faire pour mettre la pression sur Clément Mwamba et ses ministres dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale? Guy Victor, Dimi démarre son émission par la Nouvelle République en marche. Sur ce plateau de télévision, nous allons essayer d'expliquer comment elle peut fonctionner. Oui, évidemment. Donc, on instruit à charge et à décharge. Okay. Voilà, donc informant. Ouais. C'est bien qu'on informe les téléspectateurs comment ça fonctionne. On montre, on compare avec l'inefficacité de l'ancien Parlement. Mais on ne peut pas déjà leur donner un préjugé défavorable. Notre rôle, c'est de montrer comment ça devrait fonctionner. Et on se dit, là, est-ce qu'ils peuvent? Oui, parce qu'ils ont ça. S'ils ne le font pas, ils feront exprès. Donc nous sommes sur le point. Ce qui fait que... Mais oui, mais arrivé sur ce point, je m'en vais maintenant répondre. Voilà, c'est le cadre pour dire que, autrement dit, nous ne serons pas compris si nous n'allons que faire la charge. Mais tu as fini, je suis en train de répondre. Oui. Bien. Pour recadrer le débat, parce que si nous posons des questions et que le chef ne comprend pas, ça sert à quoi d'écouter une émission? Et une émission faite pour instruire les gens. Voilà. Si bien que nous devons donner cette information-là. Je dis oui. Ils ont la capacité de le faire. Ne pas pouvoir le faire, c'est si la loi ne t'autorise pas. Si la loi me donne le pouvoir, parce que hier, pour vous dire, comment on peut expliquer que hier, n'ont pas pu le faire? Je vous dis, le ministre sait que, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce Parlement qui peut parler mais ne me sanctionne pas? Et quand la loi ne te sanctionne pas, tu fous le pied, tu t'en vas chez toi. Mais c'était un élément important qui faisait que ce Parlement n'avait pas de force. Puisque vous ne sanctionnez personne, tu dis, c'est parce qu'on ne sanctionne pas. Oui, mais puisqu'on se dit, je m'en fous, je ne serai pas frappé demain, je vais revenir. Et on dit, quand tu es un pays dans l'impunité, eh bien, il va à volo. Donc le fait que
les ministres ne peuvent pas être sanctionnés. Il y avait l'impunité par la loi. La loi ne prévoyait pas la sanction. Parce que le chef d'État se le sanctionnait, et bien il pouvait se prélasser. Maintenant, quand on vous a donné la pièce, on vous a donné l'arme et les munitions. Hier, c'était l'arme avec des balles blanches. Vous n'étiez dans l'air. Maintenant que vous avez des balles qui peuvent blesser, on fait attention. Donc, ce petit élément-là, il est capital, il est petit parce qu'il est seul, mais il est capital. Parce que je le ministre s'est dit, ah, si je ne prends pas part, ben, la motion de défiance va tomber sur moi. Qu'est-ce qu'on appelle la motion de défiance? On peut interpeller un seul individu pour lui faire remarquer ses erreurs. Or, hier, c'est le chef d'État, on dit, ah, au chef d'État décidé. Au chef d'État décidé. Le Premier ministre, aujourd'hui, est mis avec son gouvernement devant un exécutif qui contrôle, comme vous avez cité tout, mais qui a la capacité également de sanctionner. Du coup, j'ai dit, oui, parce que la loi leur donne la capacité, on leur a donné les vraies balles. Ce ne sont plus les balles blanches. S'ils n'arrivent pas à tirer, c'est qu'ils sont incompétents. On a donné le fusil, on a donné des armes. Allez-y au tir. Et c'est là la compétence. Ici, la compétence est donnée par la loi. Mais vous parlez de l'incompétence par le sentiment. Non. Montrez la compétence par la loi. La loi vous a donné la capacité de sanctionner. Si vous ne sanctionnez pas, vous avez mal fait. Maintenant, comme ils n'ont pas encore commencé, dites-leur que vous avez la compétence. Ne leur dites pas qu'ils ne seront pas compétents. Hier, ils vont vous dire, Dimi, on voulait sanctionner comment? Aujourd'hui, ils ont la compétence de sanctionner. Du coup, moi, je dis, ils peuvent le faire, ils doivent le faire. Puisque la loi le leur demande. Aziz, c'est vrai ce que vous dites, mais vous n'exprimez que des souhaits parce que vous entendez voir pas la loi, les ouvriers, évidemment par la loi. Les ouvriers à l'œuvre. Chapeau. Maintenant, qui venait de Victor, alors, et ceux qui croient que la Nouvelle République ne serait réellement en marche qu'avec la mise en place de toutes les institutions. Bon, Vous avez cité des conseils consultatifs et autres institutions qui sont encore à pourvoir. Ce sont les institutions d'appui. Ce n'est pas ce qui empêcherait la République de fonctionner. Et surtout encore avec l'austérité financière qui s'y présente, ça serait hasardeux pour un gouvernement ou bien l'exécutif ou un président de la République de mettre en place toutes ces institutions comme le Conseil de sages. Est-ce que ça peut empêcher la République de fonctionner? S'il n'y en a pas. Le Conseil de la jeunesse, est-ce que le fait de ne pas mettre en place, ça peut empêcher la République de fonctionner? Vous voyez, dès lors que nous sommes dans une phase d'austérité financière, c'est des institutions qui peuvent attendre. Ce n'est pas ça qui c'est pas ça qui mettrait en mal la démocratie. Vous voyez? Bon, c'est vrai que tout cela, ce sont des institutions d'appui à la démocratie, comme nous avons dit, parce qu'on veut prendre en ligne de compte toute la question du genre, toutes les couches sociales, mais avec la difficulté financière qui se présente, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est bien pour un gouvernement responsable d'étaler toutes ces... Parce que ça va entraîner quoi? La multiplication des dépenses. Vous voyez? Alors que là, la tendance serait à la réduction du train de vie de l'État. Or, la mise en place de toutes ces institutions va entraîner la majoration des dépenses publiques. Donc, en ce moment-là, je dis ceci, ceux qui pensent comme cela, il faut prendre ça sur deux volets. Il y a des politiques. Vous voyez, ça peut être une tendance politique pour pouvoir asphyxier le gouvernement. Il y a aussi une tendance qui voudrait s'y mettre. Parce que tant qu'ils ne sont nulle part, ils se battent, pensant qu'ils vont être là ou là, il faut qu'on mette cela en place. Vous voyez? Et ça, c'est des attitudes que les hommes politiques manifestent. Un homme politique ne fait rien au hasard. Il ne fait que pour son intérêt. Vous voyez? Ne pensez pas que quand on a parlé des jeunes, c'est tous les jeunes qu'on mettra. Il y a des jeunes déjà acquis à la cause qu'on va mettre. Quand on parle de ça, ce n'est pas tous les sages. Ce n'est pas le vieux parent d'Asie qui est à Evo là-bas qu'on va passer. Merci, n'est pas sage. Vous voyez? Parce que le vieux parent d'Asie est sage. Mais ne vous en faites pas. Nos vieux sont sages. Sont plus sages que nous-mêmes, les intellectuels, que les vieux que nous avons ici. Donc, en ce moment-là, il faudrait que nous prenions notre mal en patience. Ce n'est pas à cause de l'inexistence de ces institutions que la démocratie va s'arrêter. Au contraire, la Nouvelle République est en marche avec ces institutions électives. Donc, dès lors qu'ils sont mises en place, c'est ça qui donne le poids à la Constitution. Les autres institutions, c'est des ajouts, en dehors de la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, la Haute Cour de justice, qui sont des institutions qui devraient veiller à la marche de la démocratie. Les autres, là, c'est un satisfait pour les amis, hein, j'ai l'impression. Vas-y, Dominique de Marseille. Bon, pourquoi a-t-on voulu s'entourer de tout cet aéropage d'institutions qui apparemment ne seraient que d'appui à la démocratie? Bien, Dimi. Oui. Nous remettons un débat sur la table qui est très propre. Quand les Congolais ont voté leur constitution, si votre crise économique vous surprend en chemin, ne boycottez pas la constitution. C'est la loi suprême, malheureusement. On ne peut pas dire, nous envoie la crise, on va la laisser. Mais les Congolais ont dit, nous voulons que l'État fonctionne de cette manière-là.
il y a ce que Guy Bernard Victor dit qui est vrai, il y a ce qu'on appelle les institutions capitales, de base. Les institutions, on peut dire motrices. Oui. Ça, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, oui. Mais la loi nous oblige de respecter la Constitution. Le législateur n'a pas dit, quand il y a la crise, coupez, prenez seulement ceci, laissez cela. Malheureusement, la Constitution est une loi capitale. Vos situations de crise ne vous autorisent pas de la piétiner. Si vous la piétinez, vous passez par la dictature, même si c'est la crise. Donc, les Congolais ont dit le 25 octobre, voilà comment va fonctionner la République. Monsieur le Président, mettez les institutions en marche. Alors, en ce moment-là, ce que Guy Victor dit est vrai, on met d'abord les institutions de base qui font fonctionner l'édifice. Dès qu'on a déjà mis ces institutions de base, mais nous avons l'obligation constitutionnelle de mettre les autres institutions en place. Ce qui n'empêche pas que le train soit déjà en marche. Le train est déjà en marche, on peut le compléter, le train est en marche. Ça, c'est capital. Et un deuxième élément qu'il disait, c'est que, Guy Benoît, vous avez parlé du monolithisme qui s'observe au niveau du Parlement, c'est-à-dire une grande majorité. On dit d'avoir une majorité très majoritaire, comme vous le dites. Et on dit d'avoir un gouvernement et qui n'a que le béni oui-oui à l'Assemblée, que tout ce qu'il fera est accepté et applaudi. En ce moment-là, je vous dis, cette Assemblée-là, c'est sur cette Assemblée, c'est sur ce Parlement qu'on va reposer l'exercice véritable de la démocratie. Le peuple, cette fois-ci, le président de la République a dit non, je ne suis plus seul qui sanctionne. Hier, vous m'avez reproché de nommer et de sanctionner. Maintenant, on vous donne, vos peuples, le pouvoir de juger votre gouvernement et de le sanctionner. Et le peuple vient, par son député qu'il a nommé, va me contre ce gouvernement et le sanctionner. Plus d'impunité, plus ceci. Donc, la démocratie dans la nouvelle République ne s'exerce fondamentalement à travers le Parlement. Alors, si ce Parlement fait le béni oui-oui, ce serait la catastrophe. Pourquoi? Parce que le béni oui-oui n'aura pas résolu les problèmes des paysans, les problèmes de la République. La République est malade. Si elle est malade, c'est qu'elle a des problèmes. Pour qu'elle ait des problèmes, il faut les résoudre. Et le président de la République élu nomme un Premier ministre et qui est le chef de ce bateau, dit écoute, prends tes ministres, résolvons les problèmes des Congolais, schématisant ça comme ça. Ouais. Alors, maintenant, le Congolais regarde, est-ce que vous faites bien là? Alors, maintenant, si les députés représentent tous les Congolais, ne sont pas capables de sanctionner parce qu'ils sont monocolores, la République ira mal. Pourquoi? Dans un pays sérieux de démocratie, Guy de Victor, même si vous avez cette majorité fatale, grossière, comme un éléphant à l'Assemblée, vous devez la gérer sur l'intérêt de la République. On a vu en France, prenons cet exemple que nous prenons souvent, ouais, des députés de la majorité refuser une loi proposée par la majorité parce qu'elle ne garantit pas la stabilité du pays. Alors si nos députés, même si cette majorité est écrasante, elle est dévastatrice, il faut que nos députés représentent qu'on a attention. Tout ce que nous présentons n'est pas forcément bien. Il y a des choses, des lois qu'on va présenter où il y a des projets qui ne sont pas favorables à la République. Ouais. En ce moment-là, ils se braquent en tant que citoyens républicains et non en tant que leur majorité. S'ils privilégient la majorité, nous courons le risque d'avoir un béni oui-oui et du coup, l'exercice de la démocratie par le peuple ne se fera plus. Le chef d'État qui s'est dit, écoute, ce n'est pas un régime présidentiel. Il est semi-présidentiel parce qu'il vous donne le pouvoir de contrôler et de sanctionner. Nous allons à volo. Les mots, les textes sont là, les lois sont là, mais les exécutions ne passent pas. Ce serait malheureux pour la démocratie. Du coup, ce monolithisme-là ne devrait pas profiter, faire chanter le gouvernement pour dire nous avons la majorité. Parce que les députés doivent être capables de dire pour l'intérêt du peuple, cette loi ne passe pas. Pour l'intérêt du peuple, cette loi n'est pas à voter. S'ils ne le font pas, la République va aller à volo. Vas-y, Dominique Massa, je reste avec toi. Alors, si les députés ne font pas tel que vous expliquez, la République ira à volo. Et tel que vous voyez les choses se dessiner avec la mise en place des instances dirigeantes de l'Assemblée nationale et bientôt du Sénat, et avec la mise en place des conseils départementaux et municipaux, est-ce que vous avez déjà un pressentiment que tel que la loi a voulu, et c'est tel que ça sera concrètement dans le fonctionnement? J'ai tout à fait peur que le pressentiment court d'être défavorable. Bon, écoutez, je leur affuble, c'est une présomption défavorable. Pourquoi? Parce que on a vu rare les députés d'une même famille politique s'accepter en autocritique. Parce que les mêmes composants, les mêmes effets, si au sein de nos propres majorités, au sein de nos propres partis, nous ne sommes pas capables de taper entre nous, de se regarder dans les yeux, de nous faire harakiri, de dire là, on a maille à partir avec la République. Le jour où nous nous retrouvons devant un programme comme celui du président de la République, qui est un programme très bien, les Congolais l'ont voté, il faut l'appliquer. Et on se met là, dans les prises de décision, dans les lois qu'on va proposer à l'Assemblée. Il n'y a pas que le programme de société, il y a des accords internationaux, il y a des lois qu'on va proposer pour faire fonctionner l'État. Le programme de société, ok, il était avalisé par les Congolais parce que le président était élu. Mais les accords internationaux, mais les lois pour faire fonctionner la République, tous ne sont pas crédibles
auprès du peuple. Si on les a fait passer, si on peut les faire passer au référendum, il y a des lois qui seraient rejetées. Donc ce travail est fait par le Parlement. Nous sommes en train d'expliquer faire le Parlement. Et si le Parlement continue à faire le béni oui des partis politiques, ne pas exercer la démocratie au niveau de l'Assemblée, nous allons courir le risque de ne pas exercer, comme tu dis, la véritable démocratie telle que la Constitution l'a prévue. Quand la Constitution prévoit, elle ne sait pas qu'un tel aura la majorité à l'Assemblée. Pour elle, pour la Constitution, pour les Congolais, nous allons exercer la démocratie telle que nous la voulons au niveau de l'Assemblée. Et je vais terminer en disant, il faut que nos amis, qui sont à la majorité, ces Congolais-là, se rendent compte que si tout va mal, c'est toujours le pouvoir qui est indexé. Pour que tout aille bien, il faut que nous choisissons les lois et les textes et les actes qui peuvent faire sortir le pays de l'ornière. Parce que si vous braquez pour dire, c'est notre pouvoir. Et c'est nous dont cette loi doit passer. Cet accord doit être signé. Et qu'à la fin, ça ne porte pas les fruits au pouvoir, eh bien c'est le pouvoir qui tue le pouvoir. Voilà. J'ai l'impression que vous avez finalement donné raison à Guy Bernard de Victor qui avait exprimé ses pressentiments. Alors, nous allons venir aujourd'hui, toujours avec Voici Dominique Desmarçais. Alors, que vont être finalement les rapports entre le Parlement et l'exécutif de manière concrète dans le cadre de ces institutions de la nouvelle République? Mais je vous disais, Bidimi, que... Parce que vous avez expliqué, on a l'impression qu'il n'y a que le gouvernement qui peut être balancé par l'Assemblée nationale. Mais est-ce que dans ces rapports... Non, dans les rapports, et c'est même dit, Guy de Victor peut le lire en noir et blanc. À l'article 138, on dit que le président peut dissoudre l'Assemblée nationale. Très bien. Et à l'article 139, l'Assemblée nationale peut, par le vote d'une motion de censure, renverser le gouvernement. Donc c'est d'abord ça, c'est des rapports d'égalité. Quand il a lu comme ça, le commentaire je donne sur celui-ci. Allez-y. Voilà le plan qui fait partie de l'exécutif. Le Parlement du législatif. Donc, le peuple est en train de regarder le président pour appliquer son programme, avec le gouvernement et le Premier ministre qui se trouve donc le chef d'orchestre. Et le président de la République est capable de dire, écoutez, ce Parlement ne m'inspire pas confiance, il ne joue pas pleinement son rôle de démocratie. Je suis inquiet que ce Parlement ne soit pas capable de répondre aux attentes de la population. Le chef de l'État prend une mesure, un décret, qui limoge tout le Parlement pour demander une nouvelle majorité. Ça arrive souvent quand le Parlement critique l'équipe du président de la République. Ça dit son équipe, c'est quoi? Moi, je suis élu, j'ai nommé le Premier ministre Clément Mwamba. Clément Mwamba, voilà le gouvernement que nous avons, que tu m'as proposé, j'ai validé, il est là en exécution. Mais le peuple congolais, à tous les députés, dit ton gouvernement fait mal. Alors nous pensons qu'il fait bien. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur le Président de la République, la loi est claire, la motion de censure va peut-être passer et le gouvernement va tomber. Le président peut dire non. Je préfère garder mon gouvernement, je demande une nouvelle majorité. En ce moment-là, quand le gouvernement tombe, c'est que la majorité a basculé. Ça veut dire que même cette majorité large, si obèse, comme je vous dis, si on procède par vote secret, que la majorité bascule, c'est qu'il y a une bonne partie des députés qui n'ont pas approuvé l'action du gouvernement. En ce moment-là, le président de la République dit non, je fais confiance à mon gouvernement, je limoge l'Assemblée et le Parlement. Voilà comment les rapports, l'un peut renverser l'autre, l'autre peut renverser l'un. La différence, c'est que ce n'est pas le gouvernement qui renverse le Parlement, c'est le président de la République, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, qui est capable de renverser le Parlement. Guy Bernard de Victor, est-ce cela ne confirme-t-il pas la peur de ceux qui ont cru que ce gouvernement, en fait, cette nouvelle constitution allait nous emmener dans les crises qu'on a vécues dans le passé, quand il y a eu des assemblées dissoutes, quand il y a eu la reprise des élections dans ce pays? Oui, c'est bien, mais j'allais corroborer les dires d'Azé Dominique avec un article, des articles de la Constitution, c'est l'article 160. Oui. L'article 160 dit « L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Premier ministre et des autres membres du gouvernement par le vote d'une motion de censure. » Oui. OK. Et donc, mais pour être recevable, la motion doit être signée par un quart. Oui. Un quart des députés. Un quart seulement. Un quart des députés de l'Assemblée nationale peut signer pour que la motion soit inscrite à l'ordre du jour. Vous voyez? Mais ce n'est pas fini. Pour que cette motion de censure soit adoptée, il faut qu'elle soit adoptée à la majorité des 2/3 des membres composant l'Assemblée nationale. Pour que le gouvernement tombe, il faut qu'il y ait 2/3 des membres de l'Assemblée qui votent la motion. Et en ce moment, le gouvernement tombe. Mais le président aussi, quand nous allons à l'article 165, en cas de crise, quand il y a une crise comme ça, entre l'exécutif et les législatifs, en cas de crise persistante,
entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, rendant impossible le fonctionnement régulier des institutions, le président de la République, après avoir informé le président de l'Assemblée et du Sénat, peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est pour corroborer ce que Aziz était en train de dire, que la Constitution a prévu tous ces cas de figure-là. Donc, à l'article 65, c'est ce qui peut arriver. Or, nous savons que, tel que la République fonctionne, tel que tout le monde est à l'ordre de bataille, il est difficile, sauf complot politique, que l'exécutif actuel se mette en contradiction avec le législatif. Sauf complot. Parce que nous sommes dans le domaine de la politique. Et là encore, sauf si on vise la tête du Premier ministre. Vous voyez, ce n'est même pas pour un ministre. Parce que si pour il n'y a pas de motion de défiance pour un seul ministre. Il n'y en a pas. C'est la motion de censure qui censure le gouvernement. Et le Premier ministre est obligé de déposer sa démission auprès du président de la République quand ces lois ne passent pas. Et c'est là où on rend donc impossible le fonctionnement de l'État. Et nous avons eu ce cas par le passé avec Pascal Lissouba. Quand Bongo Noir est Premier ministre, alors on a vu la tête de Bongo Noir. Et en ce moment-là, il y avait une majorité totalement déséquilibrée. Il a fallu qu'un député bascula de l'autre côté pour la motion de censure passe. Je ne sais pas le nom du député, le plus cher au Congo, on a entendu parler de lui. Et quand il a basculé, eh bien, la motion de censure est passée. On a décapité la tête du gouvernement, comme Guy de Victor le dit. Le problème, c'était la tête du Premier ministre. Il est parti. Et je crois que c'est Dacosta qui avait remplacé Bongo Noir et a continué. Et ça, la difficulté, c'est laquelle? C'est que le président de la République peut s'entêter pour dire non. Et dans le cas précis, Lissouba, ne voulant pas céder, a demandé plutôt qu'il aille chercher une nouvelle majorité. En cherchant une nouvelle majorité, les élections ont conduit à un tripatouillage incroyable, d'où est née cette fameuse guerre du 5 juin. Donc, ces lois, quand elles ne sont pas bien observées, quand elles ne sont pas bien appliquées, peuvent amener la République à un engrenage incroyable qui peut donc faire gripper les de la République. Donc, je vais terminer Dominique de Marseille, non, allez-y. Vous voulez donc confirmer, justifier en réalité les craintes ou le peur de ceux qui croient qu'on ne sera pas dans l'impossibilité de retomber de ce qu'on avait vécu dans les années 80. Oui, mais sur la majorité actuelle, à beauté fort pour avoir une majorité, comme on dit avec beaucoup de comédie, le mot je ne l'aime pas, mais il faut le prononcer, obèse, c'est parce qu'elle voulait se prémunir de ce dérapage. La leçon, autant de Pascal Lissouba, et c'est déjà une expérience amère. Puisqu'il fallait un seul député qui basculait pour que la majorité puisse tomber. Alors, en ce moment-là, comme le parti, la majorité actuelle, est obèse parce que un peu basculé, ils ont toujours le plus grand nombre. C'est en se prémunissant de ce plus grand nombre qu'ils ont fait effort pour ne pas avoir la situation de Pascal Lissouba. Et maintenant, quand on dit comme ça, et nous qui sommes sur un plateau en train d'enseigner, en train d'essayer comment ça va marcher, il y a un danger, mais qui n'a pas été prévu par la loi. Et à l'époque, je l'ai même soulevé à CBT, parce que j'avais préparé au conseil de CBT. Pour moi, on aurait pu innover. Innover, c'est une innovation. Quelle innovation? Le danger trouvé sur lequel, et on va l'évoquer, c'est que, voilà un gouvernement. Si à 80% les ministres sont des députés, dès lors qu'ils sont députés et qu'ils passent ministres, ils sont décisifs de leur fonction de député. Donc on ne peut pas à la fois être député et ministre. Du coup, ils partent au gouvernement, c'est leur suppléant qui les remplace. Voilà pourquoi un député est un suppléant. Maintenant, voilà que le gouvernement qui est en place, il a 90% fait des députés qui sont devenus ministres, les suppléants montent après députés. Je vois mal, vu la culture congolaise et africaine, un suppléant de titiller son titulaire pour dire « Oh, toi, ministre de ceci, tu fais mal, dégage ». Donc les suppléants sont obligés de dire « Ah, je reste ici ». Si le député, le ministre là-bas, a son salaire chez des émoluments qui lui permet de vivre très bien, moi qui étais petit enseignant, petit infirmier quelque part, je deviens député, ben les émoluments montés, je bouffe ici, il bouffe là-bas, personne n'embête personne. Est-ce que cela ne fausse pas déjà les jeux démocratiques? Parce que l'Assemblée nationale est pris comme le socle même de l'expression démocratique. Oui, ben, Dimi, je souris parce que je me rends compte que mon frère Aziz m'a totalement rejoint par la crainte que j'avais émise dès l'entame de cette émission. Donc c'est cela que je voulais qu'on comprenne. C'est pas tout qu'on a une majorité obèse ou pantoufle, comme on le dit aujourd'hui, mais tous ceux qui siègent aujourd'hui, pour la plupart, sont suppléants des ministres qui sont au gouvernement. Donc ce qu'a dit, et la loi n'a pas prévu ça, évidemment, mais comment est-ce que moi, suppléant du ministre, j'ai les émoluments. Bon,
quand je ne siège pas, j'ai une indemnisation autour de 200 à 300 000 francs CFA. Et comme je sais, je suis à 5 millions. Je suis à 5 au montant millions. que vous connaissez. 5 millions. Comment est-ce que je peux me mettre à faire dégager mon ministre de là où il est pour qu'il revienne à la base, occuper ma place et que je reparte dans le quartier? Voilà. Ce n'est pas possible. C'est ça le danger de la démocratie. Et c'est ça où je dis que ce n'est pas la peur là n'est pas justifiée. Parce qu'avec cette majorité obèse, comme dit notre ami, ce n'est pas possible. Je dis, cela ne peut relever que d'un complot. Est-ce que vous voyez? S'il y a complot, si on veut à la tête du Premier ministre, c'est là où on peut assister à ce genre de manipulation dans l'Assemblée. Mais tant que le Premier ministre actuel est en sainteté de demeure avec le président de la République, donc à la confiance du président de la République, je vous assure que ces cas de figure vécus en 92 ne sont pas possibles. Pourquoi? Parce que ça n'est pas possible que la majorité parlementaire se mette encore à censurer son propre gouvernement. Je dis qu'il va y avoir quoi? La déliquescence, comme l'autre disait, l'État ira à volo. Parce que, en ce moment-là, c'est un cas de figure qui fera école. Oui. Partout, on n'a pas encore vu ça. En fait, on avait dit de Victor, oui. quand je proposais ça à Sibi, je disais, on dit, mais monsieur Aziz, pour vous la solution de dire... J'étais là, j'avais bien suivi. On aurait pu dire dans ce pays-là, quand vous faites acte de candidature à être député, les autres fonctions, on vous arrête. On vous arrête. Parce que si on avait dit tout député doit siéger, on nomme d'autres technocrates au gouvernement qui n'ont pas d'acquaintance avec les députés. En ce moment-là, les nouvelles têtes au gouvernement, en face d'elles, ces têtes-là, des nouvelles têtes au Parlement. Donc, c'est le député qui peut tutoyer le ministre qu'il ne connaît pas, avec qui ils n'ont pas des acquaintances, ils n'ont pas battu campagne ensemble, et l'un est élu député, il est devenu ministre, du coup on a dépensé de l'argent ensemble, il faut que tu restes là-bas. Tu bouffes tes 13 millions du gouvernement, moi je bouffe les 5 millions de la députation, donc je ne te bouge pas, tu ne me bouges pas, on continue comme ça. Alors, chacun sauvegarde ses intérêts. En ce moment-là, si le pouvoir, la majorité prend le risque de proposer une loi qui ne sert pas la République, mais qui la dessert, cette loi va passer et les intérêts de la population seront phagocytés. Du coup, on va se retrouver avec un Parlement qui privilégie son vote parce que je vais garder mon émolument, tu gardes ton émolument. Et le peuple qui est en train de plonger là-bas, il est mis de côté. Alors c'est lui qui a plutôt donné cette majorité pour que le programme d'État soit mis en marche. Parce qu'on ne peut pas voler d'une chose et de son contraire. Si vous avez le président de la République, c'est que son programme vous a intéressé. Il faut donc donner à un Premier ministre un gouvernement qui peut exécuter ce programme-là. Mais voilà qu'en dehors de ce programme, il y a des lois, des accords internationaux qui peuvent... Aujourd'hui, on peut dire, bon écoutez, pour le pétrole congolais maintenant, on va le vendre à vil prix. Imaginez qu'on vote et c'est parti. Mais les populations sont dit, nous ne sommes pas d'accord. L'opposition peut proposer une bonne loi, l'opposition, mais qui peut être refoulée par... cette majorité obèse. Cette loi-là peut favoriser l'évolution du pays. Donc, voilà les cas de figure. Et nous disons ce plateau, on l'instruit à charge à décharge, comme tu dis, maintenant que tu m'as rejoint, parce que non seulement nous instruisons à charge, on peut aussi instruire à décharge. Bien. Guy Benoît de Victor, tenant compte de tout ce qui se dit ici, des analyses que vous faites, alors, pouvait-on dire que ceux qui avaient émis des réserves pour le vote de cette constitution, avec tout ce que nous a passé là, nous n'avons presque plus qu'un ou quelques 2 articles. Alors, ont donc raison, parce qu'apparemment, elle ne sert pas trop bien la démocratie, cette constitution. Bon, non, moi, je ne peux pas directement dire qu'ils ont raison. Parce que la constitution, il faut d'abord l'appliquer. Or, on ne l'avait pas encore votée, on ne l'a pas non plus appliquée pour qu'on vive ce qu'on devait vivre. Vous comprenez? Or, ces réserves-là étaient des réserves politiques. C'était intentionnel. Parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait évolution quelque part. Parce qu'on pouvait dire à Sibiti... Vous voulez dire que l'évolution ne servait pas certains. Voilà, comme ça ne servait pas certains, ils ne voulaient pas qu'on change cette constitution parce qu'on sait très bien pourquoi tous les chantres du non-changement se battaient. C'est parce que cette constitution mettait en difficulté le président de la République qui ne devrait pas concourir à un autre mandat. Oui. Mais en ce moment-là, tous les hommes politiques étaient d'avis. Les hommes politiques, pour les politiques, parce que chacun d'eux sert un intérêt. On ne peut pas créer un parti pour rien. On crée un parti pour concourir à l'expression du sujet. Donc, on ne peut pas aussi non plus leur reprocher le fait de ne pas avoir voulu le changement de la Constitution. C'est le rôle, c'est le sacerdoce qui est le leur en tant que politicien. Et c'est pourquoi le peuple se met derrière chaque intérêt pour chercher à la satisfaction de leur intérêt personnel. Le peuple, je parle bien. Bon, donc, en ce moment-là, tous ceux qui ont dit qu'on ne change pas parce que la démocratie, ça ne va pas servir la démocratie, ils l'ont fait avec des intentions politiques. Mais s'ils étaient du côté où
c'était favorable, ils allaient soutenir. La preuve, c'est que quand ils se sont rendus compte, pour tous ceux qui ont dit qu'on ne devait pas changer, quand ils se sont rendus compte que le peuple pouvait leur donner des voix, ils se sont présentés sur la bannière de cette même constitution, mais parce qu'ils couraient vers leur intérêt, parce que cette constitution pouvait aussi servir leur intérêt. Parce que n'oubliez pas que tout ce calcul que nous faisons, toutes ces années, nous sommes sur un terrain politique. Nous analysons en tant que journalistes, mais les politiques appliquent la loi en tant que politique. Et l'explication juridique importe peu aux hommes politiques. Voilà. Oui, c'est la même question. Oui, je voulais dire, peut-on dire qu'à ce stade, la Constitution peut être amendable par rapport à ça, par exemple, à votre proposition qui n'a pas été malheureusement acceptée à Sibiti? Mais là c'est au législateur de voir, oui, puisque si nous le faisons, la République peut gagner, la démocratie peut gagner. Mais le point que Guy Victor soulève, et vous avez posé une question capitale, c'est qu'il refusait. Non, j'ai dit non, pourquoi? Il a dit, je ne reviens pas dessus. Regardez un exemple qu'on donne, tout à fait simple. Quand nous changeons de constitution le 25 octobre, Medimi, qui pouvait prévoir cette majorité écrasante? Personne. Voilà, donc la constitution n'est pas faite pour que Pierre ou Paul ait la majorité. La majorité s'obtient dans la bataille électorale. Tricher ou pas tricher, on s'est arrangé à avoir une majorité obèse. Mais le jour qu'on vote la constitution, on met seulement les règles du jeu. Les acteurs pour jouer ce jeu ne sont pas encore connus. Donc, on pouvait battre le président de la République, et ce n'est pas lui. Le PCT et la majorité actuelle pouvaient aussi perdre la majorité. Donc, les règles du jeu n'ont pas déjà favorisé un parti ou un groupe d'individus. Du coup, refuser que le pays change les règles du jeu, ce n'est qu'intentionnel, comme Guy Vidal le dit, parce que ces règles du jeu constitutionnées par le texte ne favorisent pas Pierre ou Paul. Mais qui dit qu'à l'élection présidentielle, Paul ne peut pas être battu? Les candidats vont avec les mêmes chances. C'est pas ça? Bien. Prenons le cas d'une majorité obèse. Regardez le cas de la France, nous prenons un exemple. Mais la République en marche était un petit mouvement qui n'a fait que 6 mois pour prendre l'ampleur. Et quand il n'y a plus l'ampleur, le mec a fait un résultat incroyable au présidentiel, mais les mêmes Français lui ont donné une majorité obèse à l'Assemblée avec les accords. Mais les Français ont la mentalité que nous n'avions pas. Je vais expliquer. Le Français comprend même si nous avons la majorité. Si les lois qu'on propose l'évolution de la France n'arrangent pas la France, nous allons dire non. C'est ce que nous disons sur ce plateau. C'est parce que vous avez une majorité obèse que vous allez sacrifier les intérêts de la République et des citoyens. Vos propres députés qui peuvent proposer les lois, ou votre gouvernement qui propose les lois parce que ça vient des députés et du gouvernement, vous pouvez dire non. Cette proposition de loi ne passe pas. Parce que vous devez sauvegarder d'abord l'intérêt des citoyens et non votre ventre. Mais la même majorité obèse, on la voit en France. Mais la France n'est pas en train de s'inquiéter de ce que la démocratie ne va pas se jouer à l'Assemblée. À nous de prendre cet exemple qui est bon. Nous avons la majorité, mais attention, il faut privilégier les intérêts de la population. Si un ministre de cette même majorité le gouvernement propose un projet de loi que nous croyons suffisamment négatif pour l'évolution de la République, nous bloquons. Si le pouvoir législatif propose un projet de loi qui peut nuire aux intérêts de la République, nous bloquons. Mais c'est ce qu'on appelle la démocratie, mon frère. Votre majorité obèse ne vous donne pas le quitus de boycotter, de phagocyter l'évolution du pays. Plutôt, vous devez plus dire, favorisons les lois positives, comme nous avons la majorité, et qu'au sortir des 5 ans, le pays a changé parce que cette majorité a joué en faveur. Mais si elle joue en défaveur, mais mon frère, 5 ans après, on pose la question, vous avez la présidence de la République, vous avez 2, un bon gouvernement, 3, une majorité, qu'avez-vous fait? On va dire que l'opposition a tort. Le bilan vous sera reversé. Et si ce bilan est négatif, vous n'allez pas crier, puisque vous avez tous les pouvoirs dans vos mains pour développer la République. Donc il faut qu'ils se disent, attention, on a gagné, mais dans 5 ans, c'est le bilan. Pour qu'un bilan soit positif, il faut que nous travaillions à ce que ce bilan soit positif. Alors donc, on ne fera pas le béni oui. Or, je vais terminer pour dire, quand un député mal élu, évidemment, il ne connaît pas son rôle à l'Assemblée. Mal élu, c'est quoi? Il n'a pas compris que je suis élu par une population qui a besoin de courant, qui a besoin de l'eau, qui a besoin du coût de la vie assez allégé, qui a besoin de bonne scolarité, qui a besoin de... Arriver là-bas et dire, non, moi j'ai mon gouvernement, j'oublie ce qu'on m'a dit là-bas. Voilà le problème, c'est cela, Dimi. Donc la majorité obèse n'empêche pas que la République puisse évoluer bien et que le jeu de la démocratie se fasse à l'Assemblée. La France a une majorité obèse, mais elle fait le jeu de la démocratie. La France a une majorité obèse, elle fait le jeu de la démocratie. Mais Guy Bernard de Victon, dans le cadre des évolutions que nous avons souhaitées et qui sont arrivées, nous prenons, parce qu'il s'agit des Congolais qui ont voté la Constitution. Alors, comment voyez-vous les perspectives de cette nouvelle République, puisqu'elle a déjà presque atteint le point culminant avec la mise en place de toutes ces institutions? L'avenir, comment lisez-vous cet avenir? Oui, je crois que l'avenir de la démocratie va être joué autour du président de la République et des responsables du Parti congolais du travail qui vont donner des rôles à leurs parlementaires.
Vous voyez? Parce que ces parlementaires-là, comme nous avons dit tout à l'heure, qui sont la plupart les suppléants des ministres, ne peuvent jouer leur rôle que si le parti qui les gouverne, parce qu'ils font partie d'une majorité parlementaire, que si le parti leur donne la possibilité de poser des vrais problèmes pour qu'on apporte aussi des vraies solutions. Vous voyez, si le parti qui est majoritaire ne libère pas la parole, ne donne pas la possibilité à ses députés de s'exprimer, je vous assure que la démocratie va caler. Et si le président ne demande pas aux parlementaires de son parti de jouer le rôle d'exciter les ministres à travailler, parce que surtout encore c'est un gouvernement d'efficacité et d'action, et pour qu'il soit efficace et action. Vous savez que l'Africain a une mauvaise habitude. L'Africain ne travaille jamais librement. L'Africain, on dirait, voilà, il faut une chicotte. Oh, il faut la contrainte. Oh, la contrainte de l'exécutif va partir du Parlement qui est majoritaire. Et nous pensons que ce Parlement-là, en étant majoritaire, en titillant le gouvernement, ce n'est pas pour les emmerder, mais pour les pousser au travail. Comme disait tout à l'heure Aziz, pour dire que cette émotion-là va galvaniser les députés et apeurer les gouvernants pour qu'ils se mettent à travailler. Donc, je crois que ça dépendra de la volonté du président de la République et du responsable du parti qui gère les députés de la majorité. Parce que les 8 ou 12 de l'opposition ne feront pas le contrepoids. Ils ne feront aucun contrepoids. Vous voyez, en principe, c'est eux qui devaient faire le contrepoids pour voir l'autre côté de l'iceberg, pour démontrer que ça ne... Or, là, avec cette majorité, il faut que la majorité joue le vrai rôle, comme dit Aziz, pour l'intérêt du président de la République. Aziz Demis de Marseille, est-ce que vous ne voyez pas que les perspectives de la nouvelle République donnent quand même quelques angoisses ou quelques inquiétudes? Et elle risque de sombrer, la nouvelle République, comme tu dis. Elle va sombrer, je vais donner deux expressions qui vont peut-être faire marrer nos téléspectateurs. Mais cette caricature est une réflexion que j'ai faite. Le gouvernement met en musique ce que les Congolais ont voulu. Monsieur le Président de la République, de tous les citoyens qui ont concouru à la présidence, ton programme est le meilleur, nous te votons. C'est ce que la situation dit. OK. Le gouvernement applique ce programme. Imagine la population attend les jolis écrits du Président de la République qui vont être mis en musique par Clément Mwamba et son équipe. Et qu'à la fin, on ne trouve pas le bout du tunnel tel que le chef d'État le décrit. Écoutez maintenant l'expression. Le gouvernement, qu'on lui dit d'être un gouverne aimant. Il faut que le gouvernement évite d'être un gouverne aimant. Ne gouvernez pas pour mentir. Maintenant, si le Parlement, avec sa majorité obèse, n'arrive pas à bien contrôler le gouvernement pour le pousser, pour dire écoutez, le peuple pleure, allez-y. Le Parlement, qu'on lui dit d'être un parle aimant. Parlement parle aimant. Donc, ces deux épithètes qui font marrer, c'est une caricature pour dire vous avez à charge là toute une nation qui vous regarde. Entre l'opposition peut dire nous vous regardons faire. Vous avez les coudées franches données par la loi. Parce que la motion de censure passera difficilement. Il faut même dire qu'elle est impossible pour ces gens de majorité obèse. Donc, vous avez la latitude de bien travailler sans accuser l'opposition qui peut bloquer votre action. Ça n'existe pas. Ils sont moins de 20 à influencer. Donc, vous avez là le pays pendant 5 ans. Attention, j'ai toujours dit, c'est bien d'arriver. Le début d'une chose, on le connaît ce début. Mais c'est la fin de la chose qu'on ne connaît pas. 5 ans après, vous allez dire, nous posons encore une candidature, ben, on va vous demander le bilan. Alors vous avez dit, la situation était chaotique. Mais évidemment, c'est ce que Guy de Victor dit. C'est parce qu'elle est chaotique que nous traversons une zone de turbulence que le chef d'État est obligé d'être sévère avec le gouvernement. Et les députés qui représentent toute la population du Congo doivent être sévères parce que quand ils vont repartir solliciter le mandat, on dira, on vous avait envoyé, vous avez laissé tomber. On vous a dit non, on est en période de crise. Mais on vous avait dit que la période était une période de crise. Ou vous acceptez d'aller et vous vous sacrifiez, ou vous n'acceptez pas d'aller, on change ceux qui sont compétents. Parce qu'en période de crise, tous les Congolais ne sont pas nuls. Il y en a qui sont compétents pour aller à l'Assemblée, il y en a qui sont compétents pour aller au gouvernement. Et ce que l'État vous a choisi, et sachant que le pays est en difficulté, n'allez pas nous dire 5 ans après, oh mais on était en période de crise. Mais vous étiez libre de déposer le tableau, vous dites, Monsieur le Président, la période ne s'y prête pas, mes compétents ne peuvent pas sortir le compte de l'ornière. Je suis ministre, c'est vrai, mais je suis incompétent, je ne peux pas gérer bien mon ministère. Cherchez un autre cadre. Mais si vous l'avez dit, nous allons. Alors voilà, nous allons, on peut réussir. Alors, on ne peut pas vous dire, à la fin de 5 ans, vous dire, la situation était chaotique, le FMI est arrivé, mais oui, mais le FMI est arrivé, d'accord, c'est notre pays, vous avez accepté d'aller, vous aurez pu dire, Monsieur le Président, vous me proposez, ou Monsieur Clément Mwamba, moi je suis ministre proposé, mais je botte en touche parce que la situation ne s'y prête pas. Et voilà pourquoi on a dit un gouvernement de rigueur, je viens sur le mot. Mais la rigueur est faite du fait que la situation étant une situation de chaos, il faut absolument des hommes durs, intègres, absolument forts,
capable de soulever les montagnes. Parce que là, ça nous donne, on ne va pas à la bonne année là, excusez-moi l'expression. Mais on va à une difficulté et pour nous sortir de là, il faut des capitaines de bateaux solides. Et c'est là où, M. Dimi, cette République va connaître des secousses avec ce schéma d'austérité que le FMI va amener. Mais les ministres doivent tenir bon. Parce que les Congolais là-bas, ils savent parce que c'est que votre FMI. Hein. Alors ils sont là-bas, ils attendent. Les étudiants, tout le monde, ils attendent. Du coup, les ministres de ce gouvernement doivent savoir qu'ils ont une charge énorme. Les parlementaires doivent savoir que, attention, c'est sur vous que tout le peuple congolais va compter parce que c'est à vous le rôle de surveiller l'action du gouvernement. Libre expression pour aujourd'hui, c'est terminé. Aziz Dominique de Marseille, merci. Merci. Guy Benet de Victor, merci. Merci beaucoup. Voilà, notre émission était donc consacrée à la Nouvelle République en marche. Nous vous remercions de votre aimable attention et le prochain rendez-vous est pris au prochain numéro. Je vous remercie. Libre expression, idéal d'émancipation, baromètre d'évolution. Libre expression, du choc des idées, jaillit la lumière. Libre expression, nous cultivons le journalisme.